Bien, donc je vous présente là les réflexions que nous avons pu produire sur une entrée par l'innovation dans les territoires, donc au prisme de la coexistence des modèles, et on le verra au travers de l'analyse de 4 cas des précédents 4 études de cas. Alors mon propos s'organisera autour d'une introduction qui permettra de préciser comment nous abordons d'une part l'innovation et d'autre part le territoire, de positionner le cadre d'analyse général par lequel nous avons interrogé les études de cas, puis nous présenterons les caractéristiques de l'innovation dans les 4 études de cas retenues, et enfin des résultats par lesquels nous verrons comment l'innovation transforme les territoires et les conditions de la coexistence, d'une part. D'autre part, comment des ressources dans les territoires sont diversement appropriées et activées dans ces processus d'innovation en situation de coexistence de modèles. Et puis, comment les acteurs passent des coalitions favorables ou non au changement d'échelle que l'on observe dans le processus d'innovation. Et enfin, comment les modèles agricoles et alimentaires sont porteurs de solutions partielles, mais aussi comment ces modèles s'instrumentalisent mutuellement avant de conclure. Alors, l'innovation, nous proposons de la saisir dans une triple dimension. Ça n'est pas l'innovation produit, bien entendu, mais c'est une innovation qui peut être soit pensée comme un processus, et on s'interroge alors sur ce qu'en sont ses déterminants, ce que sont les conditions du processus d'innovation, quelles en sont les trajectoires. Mais l'innovation est aussi parfois un projet, elle est au cœur alors d'un système d'acteurs et de connaissances qui se donnent une visée d'innovation et d'accompagnement de l'innovation ou de soutien à l'innovation. Mais cette innovation, on peut aussi la penser comme étant un moteur des transformations territoriales, des systèmes socio-écologiques ou des systèmes socio-techniques resitués dans les territoires. Ce qui nous spécifie aussi dans les travaux conduits dans Format, c'est que l'innovation est là envisagée par une approche, par des situations concrètes, des processus d'innovation qui sont en marche. Et le territoire, du coup, dans cette analyse, recouvre une double acception. C'est d'une part le cadre dans lequel s'observe l'innovation et les situations de coexistence, et donc qui conditionnent l'innovation et les formes de coexistence, mais c'est aussi l'entité qui elle-même est transformée par l'innovation et par les conditions de coexistence de modèles. Et donc ce qui nous amène à proposer un cadre d'analyse où l'innovation est à la fois condition et conséquence en fait des situations de coexistence et de confrontation des modèles. L'innovation, donc, comme je le disais, elle est à la fois conséquence de la coexistence et confrontation des modèles, ne serait-ce que parce que les modèles sont en concurrence. Ils sont en concurrence sur les marchés, sur l'appropriation des ressources, dans le champ politique et même dans leur dimension symbolique. Et que alors l'innovation est une façon de se différencier, mais aussi d'effacer l'autre. Et réciproquement, l'innovation, surtout lorsqu'elle est de rupture, produit une différenciation des modèles parce qu'elle est un moteur des transformations, mais aussi parce qu'elle s'appuie sur des justifications qui légitiment les nouveaux modèles ou décrédibilisent les autres modèles sur lesquels se construit un discours qui les rend archaïques. Voilà. Donc, nous partons de l'analyse de 4 études de cas qui mettent l'innovation en tant qu'objet d'étude. D'une part, les travaux de Guy Faure et Aurélie Toyer qui portent sur la coexistence de deux grands dispositifs d'appui conseil qui sont liés à l'intensification écologique à l'échelle du Burkina Faso. Je découvre qu'il y a... D'autre part, les travaux donc, de thèse de Véronique Lucas qui réinterrogent la diversité des logiques productives au sein de groupes en CUMA qui se mobilisent dans une quête d'autonomie et dans lesquelles elles repèrent des processus d'hybridation paradoxale et où se posent des problématiques de gestion de l'hétérogénéité de ces logiques productives, des systèmes
des systèmes de production, des systèmes techniques, et des enjeux de cohabitation socio-professionnelle à l'échelle territoriale. Virginie Barito et Marie Houdard réinterrogent le processus de construction d'une démarche qualité Carrefour qui pose donc des questions en termes de reterritorialisation des systèmes alimentaires et du rôle de la grande distribution alimentaire dans l'hybridation des modèles. Et enfin, Vanessa Isseri, à partir d'une étude de cas au Brésil, dans une communauté alors là, il va falloir m'aider à le prononcer correctement pour demain, mais Faxilanche. Je vais le noter. Tout à l'heure, on se voit et puis vous me faites répéter. Fascinalenche. Fascinalenche. Fascinalense. Okay. Non, bon, c'est bref, on répète après. Et donc, qui montre comment cette communauté, en fait, élabore une stratégie de développement qui passe par la valorisation de ses savoir-faire traditionnels et de son identité dans la mise en marché d'un certain nombre de produits emblématiques. Donc, les caractéristiques des innovations dans ces 4 études de cas sont... donc, dans le cas de l'étude conseil sur les dispositifs de conseil au Burkina Faso, que ce sont des nouveaux systèmes de culture qui sont développés, soit dans une perspective d'agriculture biologique ou d'agroécologie, dans le nord du Burkina Faso, dans le cadre de systèmes d'innovation et de dispositifs de conseil qui sont portés par les organisations de producteurs et les ONG, versus une perspective davantage d'intensification durable au sud du Burkina Faso, et là dans des dispositifs de conseil qui sont majoritairement portés par les acteurs des filières. Et donc, se différencie des systèmes d'innovation qui sont cloisonnés, à la fois dans les acteurs qui les portent, mais aussi parce qu'ils sont légitimés par des diagnostics et par des objectifs sensiblement différents. Dans le cadre de l'étude portée par Véronique Lucas sur la transition agroécologique en CUMA, l'innovation est là l'intégration de légumineuses fourragères dans les systèmes de production et le développement de séchage collectif de fourrage en CUMA. Cette innovation est portée par des logiques de haut rendement et donc ce qui lui amène à parler finalement de paradoxe, mais dans des systèmes de production très hétérogènes, et elle travaille là sur 3 études de cas qui ont la particularité d'être en AOP. Dans le sud Touraine, c'est alors l'AOP Sainte-Maure de Touraine, la Bresse avec l'AOP beurre et crème de Bresse, et dans le Pays Basque, et là plusieurs AOP, notamment l'Osso Irati. Et enfin, je sais pas, non, c'est pas la dernière. Ensuite, Virginie Barito et Marie Houdard nous parlent donc du développement d'une offre de produits de terroir autour de 2 fromages AOP au lait cru qualifiés de tout foin. Et c'est une innovation qui est portée par Carrefour sous marque propre, mais aussi en collaboration avec une laiterie et un groupe de 19 éleveurs du Livradois-Forez en Auvergne. Et enfin, le travail de Vanessa Isseri s'interroge sur le développement de produits qui valorisent des savoir-faire locaux, notamment du maté organique ou des porcs rustiques avec alimentation en sous-bois, ou encore une boulangerie artisanale. Et là, cette innovation est portée par une communauté traditionnelle paysanne du Paraná et un projet qui est financé par une grande entreprise pétrolière, Petrobras. Alors, l'analyse de nos cas nous amène à considérer que l'innovation transforme les territoires et les conditions de la coexistence, d'une part parce qu'elle transforme le rapport au territoire. L'innovation crée de l'ancrage territorial, on le voit dans le cas des CUMA et dans le cas de la communauté brésilienne, ou au contraire, elle conforte des modèles agricoles aterritoriaux. Et donc là, on a des modèles agricoles qui sont en tension dans leur rapport au territoire. Mais de fait, ce qu'on observe aussi, c'est des situations d'hybridation. Et c'est là le cas du développement d'une marque propre d'un grand distributeur, mais qui inscrit cette marque dans un lien fort au territoire. Et puis, les innovations recomposent la coexistence des modèles, que ce soit des modèles qui innovent, un modèle qui innove et qui accroît sa domination, notamment par un levier compétitivité-prix, et se construisent alors des hégémonies. Donc là, on n'a pas vraiment de cas dans nos études de cas, mais je l'ai quand même souligné, à savoir que c'est, par exemple, le modèle soja OGM et agriculture de firme du Sud Brésil et en Argentine.
mais ce sont des innovations qui induisent des différenciations dans un monde pluriel, et donc là, c'est une multiplication des niches. On retrouve le cas brésilien, où se développent des produits spécifiques, mais aussi Carrefour, dans une moindre mesure. Et enfin, cette innovation, au-delà de ce qu'elle produit en termes de redifférenciation des modèles, elle est parfois invisible, ou alors elle peut être discrète ou ordinaire, et donc elle se produit là dans des marges, dans des interstices, dans des modèles qui ne sont pas revendiqués en tant que tels, et souvent dans des situations où les acteurs souhaitent même rester invisibles. On pourrait même réinterroger les travaux de Teresa Pinto Correa, qui montrait bien ça. Ensuite, on observe donc des ressources dans les territoires qui sont diversement appropriées et activées. Donc le territoire est là un lieu où se posent des problèmes, où se manifestent des crises, et l'innovation est davantage envisagée comme dans une perspective problem solving, c'est-à-dire qu'on répond à des problèmes. Et là, c'est ce qui boucle avec la présentation antérieure, c'est qu'on a des territoires qui sont plus ou moins capables de gérer la diversité, parce qu'il y a un verrouillage de l'initiative, parce qu'il y a une captation de la rente ou une situation de contrôle social et politique, et donc des situations qui sont plus ou moins favorables à l'émergence d'alternatives. C'est ce qu'on voit très bien dans les études de cas sur le Conseil ou Burkina, ou au contraire, des territoires dans lesquels la gouvernance est particulièrement organisée, où on a même un projet de territoire, où on a des situations et des dispositifs de distribution des ressources et des revenus. Et là, c'est bien ce qu'on observe dans les cas relatifs à l'innovation en CUMA, ou l'innovation dans la communauté brésilienne, ou encore dans la marque propre, le développement d'une marque propre Carrefour. L'innovation est parfois complètement inféodée à un modèle, et on a là, alors, on observe une innovation qui est segmentée, finalement, prise dans une dépendance de sentier, par exemple par les principes agro-industriels qui motivent ou fordistes même, qui motivent cette innovation. Elle est portée par des acteurs spécifiques. On peut observer ça d'une certaine façon dans le sud du Burkina. Mais c'est aussi une innovation des innovations qui organisent les combinaisons de modèles, et là, et qui produisent de l'hybridation. Je suis désolé, j'avais pas mis et donc là, c'est bien les cas que l'on observe pour les Carrefour et les CUMA. Alors, vice-versa, lorsque la coexistence et la confrontation des modèles à la fois produit de l'innovation et la détermine, on observe que les acteurs passent des coalitions qui sont favorables ou non à un changement d'échelle de l'innovation. C'est-à-dire que l'innovation est un processus qui démarre par des émergences et qui s'opère dans une montée en puissance. Donc là, on a parfois des arènes où les acteurs revendiquent de nouvelles façons de faire, où ils interrogent explicitement la transition, ils interrogent le changement d'échelle. D'autres fois, au contraire, ce sont des arènes qui organisent le silence comme une condition de l'innovation. Dans les situations de CUMA, on a une hétérogénéité des systèmes et des agriculteurs qui surtout ne mettent pas en débat leurs différences pour pouvoir produire l'innovation qui les réunit. Dans d'autres cas, ce sont des interactions conflictuelles, mais qui produisent de l'innovation, donc dans des travaux qui ont pu être montrés par André Thor et consorts, mais que l'on observe aussi dans l'étude de cas du Burkina Faso. Et puis, on observe que des acteurs peuvent être porteurs de valeurs et d'un certain rapport au territoire qui cloisonnent les systèmes d'innovation et qui, finalement, les opposent. Alors, c'est manifeste dans le cas des dispositifs de conseil au Burkina Faso, peut-être moins, mais je voulais en discuter avec Vanessa, mais peut-être que là, il y a quelque chose aussi, je pense, dans ce qui se construit dans la communauté brésilienne, du Paraná. Et puis, on observe des innovations qui se conventionnalisent, c'est-à-dire qui perdent finalement, qui renoncent à certains attributs de la proposition initiale, alors parfois par hybridation, et dans ce cas-là, cette hybridation, c'est une hybridation des modes de production traditionnels et de produits atypiques et un mode de commercialisation industrielle, mais c'est aussi une hybridation entre des acteurs ayant des échelles d'activité qui sont à la fois très locales ou très globales, et une hybridation de modes de gouvernance, qu'elle soit de nature contractuelle,
dans le cas de la marque propre, mais aussi relationnelle, et là, traduite dans une relation de coopération et de confiance, et c'est ce que nous renvoient donc Virginie et Marie. Et puis enfin, des modèles agricoles et alimentaires qui sont porteurs de solutions partielles et qui parfois s'instrumentalisent. D'une part parce qu'on a des hybridations de systèmes techniques et de modalités organisationnelles qui produisent de nouvelles innovations. C'est au Burkina Faso, dans les dispositifs de conseil, c'est aussi dans le cas de la marque propre Carrefour. Et ce qu'on observe dans les études de cas Forma, c'est le fait qu'on a des acteurs puissants, les major actors, comme Carrefour, comme Petrobras, qui sont des multinationales et qui soutiennent des modèles alternatifs. Et donc, à la fois par un appui financier, méthodologique et parfois même politique. Et alors là, avec différents dessins, d'une part parce que cela sert une différenciation sur les marchés. On se produit une image, on construit des normes, que ce soit dans la responsabilité sociale de l'entreprise, dans une perspective un peu plus négative de greenwashing, mais aussi on construit la paix sociale en instruisant du contrôle social, par exemple dans l'internalisation d'une hiérarchie sociale qui est paysanne en l'occurrence, mais qui est exogène à l'entreprise, ou encore comme un levier de déploiement d'une productivité, soit parce qu'on organise le surtravail à l'extérieur de l'entreprise, soit parce qu'au contraire, on internalise dans l'entreprise un capital social qui est exogène à l'entreprise. Donc en conclusion, innover dans les territoires suppose de gérer la coexistence. La concurrence économique est un des moteurs de l'innovation, bien entendu, mais c'est aussi la coopération qui est une des conditions de l'innovation. Et on a donc là un enjeu de gouvernance territoriale, ce qui suppose de travailler sur les cadres d'action publique et privée, à la fois comme incitation, mais aussi comme régulation de l'innovation. Innover, mais cette innovation, elle n'est pas seulement il ne s'agit pas seulement d'innover dans les territoires, il s'agit d'innover dans la gouvernance de la coexistence. Et là, on peut se donner plusieurs visées, c'est ce que l'on voit dans les territoires. Soit c'est favoriser les complémentarités fonctionnelles entre systèmes, c'est susciter des hybridations qui peuvent être fécondes pour un développement durable des territoires, ça peut être organiser le vivre ensemble, c'est contrôler les effets de domination, c'est réhabiliter des identités muettes et lutter contre la marginalisation, mais c'est aussi construire des utopies. Et chacune de ces visées n'est pas nécessairement compatible, et donc il y a des choix et des arbitrages à rendre. Voilà, merci. Je sais pas, bon, on a gagné 4 minutes. On a gagné combien ? 4 minutes. 15 minutes. Non, tu veux dire quoi ? Que j'ai parlé en combien ? 20 minutes. 4. Donc ça veut dire que j'ai un peu de marge. Tu as parlé 16 minutes. Ouais, je sais que j'étais un peu... Non, c'est parfait. Oui, alors je dois excuser d'abord l'absence, enfin Guy Faure qui ne pouvait pas être présent aujourd'hui, mais qui sera bien là demain. Oui. Du coup, je redémarre un peu comme tout à l'heure sur les liens entre les différents. Ouais. Je me demandais si on peut considérer que dès lors qu'il y a un processus d'hybridation, on est dans l'innovation. Voilà, parce que de tout ce que tu as présenté là, qui correspondait à l'hybridation, ça renvoyait à l'exposé qui est tout à l'heure sur l'hybridation. En fait, à chaque fois, c'est un processus d'innovation. Je vais pas plus loin dans la réflexion. Il y a un lien encore plus fort. On prend une autre question, il y a Claire puis Virginie. Non, c'était pour compléter en fait, on est conscient de ça, les recouvrements, on fait attention quand on ne développe pas trop l'hybridation en fait. Parce que ne développe pas ? Hybridation. Il y a un moment, tu focalises beaucoup sur l'hybridation. Je pense que tu peux mieux te centrer sur l'innovation et puis on laisse un peu à manger du gras pour l'hybridation derrière. Alors, ouais, hybridation. Derrière, c'est adaptation et hybridation installée. On va le voir. C'est-à-dire que là, moi, je suis sur innovation et hybridation. C'est-à-dire que lorsque je le mobilise, ce qui n'est pas tout à fait la même perspective. Hybridation, ça a été un thème récurrent de tous nos séminaires. Donc, transition, c'est pas
à chaque fois, vous vous souvenez, quand on a fait des synthèses partielles, on est revenu sur les différentes perspectives qu'on avait eues par rapport aux questions de l'hybridation, quoi, dans chacun de nos séminaires. Donc, oui, moi je m'interroge sur ce que tu mets derrière l'innovation, parce qu'en fait au départ tu as dit bon mais c'est pas l'innovation produit. Sauf qu'en fait je pense que pour le coup, parce que tu l'as cité à plusieurs reprises, typiquement dans le cas de la filière Carrefour, pour moi il y a aussi de l'innovation produit. Oui, mais c'est pas l'objet. Du coup, voilà pourquoi. On est juste sur les innovations organisationnelles. Non. C'est le processus. On n'observe pas, on n'a pas travaillé sur la conception du produit, par exemple. Tu vois, les démarches ergonomiques, etc. Il y a des travaux qui portent sur l'innovation produit en tant que telle, dans le champ de la recherche, et qui mettent tout ce qui... Or, c'est pas des travaux qu'on a... Mais du coup, il y a quand même, dans les cas que tu étudies, il y a des formes d'innovation. D'innovation sur les produits, aussi innovation sur les productions de ces oui. Il y a des... soit au Brésil, tu vois. Oui. Et du coup, c'est peut-être sur la définition, la façon de le présenter. J'ai peut-être une Non, mais je veillerai à ne pas le dire, comme ça ce sera plus clair. On en parlera. Il y a des gens, par exemple, en France, il y a des communautés scientifiques qui travaillent exclusivement sur l'innovation produit, quoi, et qui ne considèrent pas le système d'innovation, ne considèrent pas les processus, etc. C'était en ce sens que je voulais faire marquer un champ, mais pour écarter la possibilité qu'on en discute, mais le fait de ne pas en parler, ce sera encore plus simple. Voilà. Donc Laurent. Oui, Pierre, dans la phase introductive de ton exposé, tu as pointé le lien entre l'innovation et le fait d'une situation de concurrence sur les marchés et les ressources dont rendent compte les divers modèles. Et ensuite, dans la suite, ce que tu as déroulé, et ce qu'on connaît aussi des cas, m'amène à penser que je ne suis pas certain que les modèles soient en situation de concurrence sur les marchés et les ressources. Et je vais donner deux pistes. D'abord, les cas qui ont été présentés, on a vu que leur chaîne logistique, de l'amont jusqu'à la base, sont en général différentes. Or, d'un point de vue stratégie et concurrentielle, on n'examine non plus la concurrence inter-entreprise, mais la concurrence entre supply chain, les fameuses chaînes logistiques. Et il me semble que la plupart des cas qu'on a pu voir, elles avaient développé des systèmes qui les mettaient hors de concurrence frontale avec les autres modèles. Ça, c'est un élément. Et l'autre élément, c'est il existe un système soit de propriété privée qui permet un accès privilégié aux ressources. Et ça, c'est un moyen aussi de ne pas être en concurrence frontale. Donc, c'est pour essayer de relativiser ce que tu cernes comme facteur finalement initial de cet environnement concurrentiel de ces deux modèles. Et d'où, je pense qu'il s'agit d'une situation plus de coexistence, sans pour autant qu'il y ait une situation de concurrence frontale entre les divers modèles. C'est le principe de l'existence des niches. Tu as utilisé d'ailleurs ce mot, niche, et aussi interstice. Bien souvent, quand il y a de la spécialisation, on va se spécialiser sur un certain nombre de choses en abandonnant autre chose. Et d'où, au final, une question sur la manière suivante. Les systèmes qu'on est amené à observer sont présents sur le même espace géographique, mais le sont-ils sur le même territoire, au sens d'espace approprié? Il y avait plusieurs entrées là. Je sais pas, je suis dans une situation en fait de questions-réponses que je ne souhaitais pas dans le. D'accord. Parce que non mais si vous voulez, au sens où je suis dans un régime de justification plutôt que de co-construction, mais il n'y a pas de problème. Donc je vais essayer de répondre parce que je suis pas sûr d'avoir. La première partie, je suis pas sûr de l'avoir bien comprise et donc peut-être qu'il faut que je précise là où j'ai un trouble.
Laurent. Ce que j'ai formulé dans un esprit de co-construction et pas pour t'amener à te justifier. Oui, mais du coup, il faut que si tu veux que j'en tire des enseignements pour demain, quoi. Donc il faut qu'on atterrisse, quoi. Donc ce que j'ai dit, puisque je l'ai bien écrit, c'était que les modèles sont en concurrence. Et j'ai pas dit que j'ai dit. Alors c'est peut-être en compétition qu'il aurait fallu dire, parce que la concurrence renvoie à une logique très marché. Mais j'ai dit sur l'appropriation des ressources, sur les marchés, dans le champ politique ou dans les dimensions symboliques. Donc c'était un terme un peu général pour dire que et que ça, du coup, ça amène à des dynamiques de différenciation ou d'effacement de l'autre qui relèvent que l'on peut lire comme des trajectoires d'innovation, enfin qui s'appuient sur l'innovation pour y parvenir, quoi. Alors en ce qui je vois dans le cas, et c'est donc que je vais demander à Virginie et Marie pour voir comment elles voient ça, mais j'ai eu l'impression que la logique de construction d'une marque propre de la part de Carrefour se fait bien dans une perspective, parce qu'il y a un champ concurrentiel très fort au départ, non ? Je n'ai pas bien compris. Une forme de stratégie de différenciation par rapport au concurrent. Voilà. Oui, pas tous, non, justement, pour moi, il y a deux types de concurrents. Il y a les concurrents qui sont les distributeurs, les autres distributeurs, et il y a les concurrents qui sont les fournisseurs, en fait, les groupes industriels, fournisseurs qui ont des marques propres, les marques nationales. Pour moi, il y a deux types de concurrence. Mais oui, du coup... Mais par contre, la marque propre, elle n'est pas créée dans ce cadre-là, elle préexiste. Elle est mobilisée comme un actif pour pouvoir... Voilà, c'est une démarche qui s'est développée, les filières en région électrique Carrefour, elles se sont développées suite à la crise de l'ESB, dans les filières plutôt bovines. Et après, ils ont élargi ces marques de filières. Ouais, mais c'est ce que j'avais compris. C'est pour ça que j'ai mis sous marque propre. Je ne suis pas en train de dire que le processus d'innovation, c'est la production de la marque propre. Mais antérieure à cette filière. Elle est antérieure, oui. Donc là, c'est la construction de cette filière qui est l'innovation en tant que telle. Et le développement de ces produits avec ses cahiers des charges, etc. Quoi. Oui. Oui. C'est aussi une stratégie de diversification, élargissement de la gamme. C'est aussi ça, la stratégie Carrefour. C'est se différencier et se diversifier. Alors après, si tu veux, on retombe, c'est pour ça que on retombe dans toute la discussion qu'on a eue avec les Gilles Allaire et avec aussi les travaux de Van der Ploeg sur les nested markets. C'est ce que j'ai cru comprendre, c'est-à-dire que finalement on n'est pas sur des situations de concurrence avérée, on est sur des espaces d'existence, voilà, de marchés qui ont leur autonomie propre, qui occupent des interstices, des vides dans un marché global. Là, je suis pas complètement sûr qu'on y soit, quoi, dans les cas. Lorsque Carrefour développe, je ne qualifierais pas la démarche de Carrefour comme étant un nested market, quoi. On ne sait pas, ça n'a pas la même. On la développera dans l'exposé suivant. D'accord. Ok. Bon voilà, on en rediscute si tu veux. C'était pour essayer de comprendre comment. Moi du coup j'avais deux questions qui viennent par rapport à ton exposé et remarque un peu. Tu nous dis les acteurs passent des coalitions favorables ou non au changement d'échelle. Ouais. Je pense qu'on n'utilise pas du tout le terme changement d'échelle dans le même sens que ce qu'on disait tout à l'heure. Pour moi, changement d'échelle, quand on parlait, c'est des changements de niveau d'organisation. Et là, toi, tu veux dire, j'imagine, quand on passe de 10 producteurs qui sont impliqués à 100, on change de taille. Donc, il faut qu'on fasse vachement attention aux termes qu'on utilise pour éviter la confusion dans les débats. C'est le processus de déploiement et de massification de l'innovation. Voilà. Ah oui, mais scaling up. Ah non. Non, mais bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais en parler dans ces termes-là, et comme ça, je n'emploie plus le terme de changement d'échelle.
et qui est un terme très d'ingénierie en fait, hein, quand même quand on travaille, par exemple quand tu travailles avec des ingénieries, avec des ONG par exemple, quand tu leur dis changer d'échelle, c'est bien la petite innovation que j'ai eue localement, je veux la généraliser à l'échelle d'un territoire plus vaste ou avec un plus grand nombre de bénéficiaires, etc. C'est pour ça que... Comment ? Et c'est un mot d'ordre. Voilà. On peut parler d'échelle d'observation aussi, nous, quand on se présente les cas. C'est l'échelle à laquelle on observe, c'est pas... Non, mais en tout cas, pointer sur. On ne peut pas dire la même chose avec les mêmes mots et donc qu'on soit explicite par rapport aux collègues. Et puis l'autre point aussi que je n'ai pas compris, après tu parles des innovations qui se conventionnalisent, justement en faisant référence à l'expérience, en renonçant à certains attributs. Et moi je trouve, enfin, tu ne nous as pas démontré qu'ils renonçaient à certains attributs. Et je vois pas pourquoi, quand on se conventionnalise, au sens où on passe une convention entre différents acteurs. Non, mais ça, c'est pas le sens de l'institutionnalisation. Hein. C'est bien le sens. Là, il y a des travaux qui disent la conventionnalisation de l'agriculture bio, par exemple. C'est le fait qu'on a rejoint le modèle conventionnel en abandonnant un certain nombre de convictions initiales ou de certain nombre de caractéristiques propres qui étaient propres à la proposition première, quoi. Donc c'est au sens, c'est pour ça que je l'ai mis entre guillemets, c'est-à-dire et j'ai essayé de le définir. C'est comme ça que ça se définit, y compris dans la littérature. La conventionnalisation, c'est pas l'institutionnalisation, hein, c'est pas le fait de construire des institutions, que ce soit dans le marché, dans le champ politique ou dans la science ou je ne sais où. C'est bien, voilà. Je sais pas si ça va, vous êtes. Oui, mais du coup, tu mets parfois par hybridation. Du coup, je trouve que c'est un. Parfois par hybridation, parce que comment c'est. C'est un peu ambigu par rapport aux questions qu'on se posait sur l'hybridation, où on avait plutôt posé comme hypothèse que l'hybridation était peut-être plutôt un facteur de... on l'a regardé par rapport à l'adaptation, mais là, l'hybridation, c'est un renoncement. Nous, on l'avait plutôt vu jusqu'à maintenant, enfin dans les débats, sur quelque chose d'un peu neuf et qui permettait... Non, mais ça, par contre, je le maintiens. C'est-à-dire, c'est même tout le modèle de Gilles, etc., qui montre bien, en fait, hein, que la niche, elle perd de son identité première, des caractéristiques de son projet initial, hein, et ça se fait, ça peut se faire par une forme d'hybridation, quoi. Mais moi, je mets pas de jugement de valeur sur l'hybridation. Ou alors, je sais pas. Enfin, vous aviez. Ouais. Parce que toi, tu voudrais dire que derrière l'hybridation, il y a nécessairement une issue positive. On avait posé comme une des hypothèses du débat très discutée que l'hybridation, c'était justement un facteur de durabilité, tout ça. Et donc, on le pose comme... Hypothèse de travail, là, moi, j'apporte un contrepoint qui est de dire, attention, dans cette hybridation, il y a une conventionnalisation, il y a justement, ce sont des modèles alternatifs qui perdent de leur caractère alternatif au fur et à mesure justement qu'ils se déploient et qu'ils se massifient parce qu'ils sont rattrapés par des institutions qui les canalisent, voilà. Ça veut dire aussi que l'hybridation, il ne faut pas qu'on reste sur le terme d'hybridation, mais il faut, qu'est-ce qu'il y a derrière l'hybridation ? C'est pour ça que je mets hybridation 2. Oui. Et donc là, j'ai repris votre conclusion en l'enrichissant un tout petit peu. Voilà, quasiment tel quel, c'est des hybridations, d'une part, de modes de production, d'autre part, d'acteurs qui ont des échelles d'activité qui sont très différentes, et puis de formes, de modalités, je devrais dire, de modalités de gouvernance et pas de mode, modalités de gouvernance qui sont aussi sur des principes très différents, quoi. Mais il y a peut-être aussi l'idée que l'hybridation, c'est pas toujours une hybridation entre modèle conventionnel et modèle alternatif. On peut voir aussi des formes d'hybridation entre des modèles alternatifs différents. C'est pas toujours oui, non, quoi. C'est pas oui, tout à fait, bien sûr. Ah oui, mais sauf que j'ai pas de cas là, par contre. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui. Donc Jean-Paul, oui, je voulais juste. Tu as évoqué la question du problème solving à un moment, et alors bon, l'autre bondissant là-dessus. Moi, j'avais l'impression que, avec le nombre important de cas qui a été
avait un bouillonnement d'initiatives dans les territoires, que ce bouillonnement d'initiatives créait de l'innovation, était élément d'innovation, contenait beaucoup d'innovation, et que cette innovation, quelque part, favorisait la coexistence. Mais que, pour quelles raisons il y avait ce bouillonnement d'initiatives, quels étaient les moteurs de ce bouillonnement? Il y avait bien sûr la complexification, l'intensification des problèmes à résoudre, c'est ce que tu as évoqué en problème solving, que ce soit au niveau environnemental, au niveau de l'évolution des zones rurales, des territoires ruraux, avec de nouvelles représentations, etc. Il y avait aussi un point qui me paraissait relativement important et qu'on n'a pas trop mis en avant tout au long de l'ensemble de la démarche, c'est l'accélération des changements technologiques. C'est-à-dire qu'on est depuis un pas de temps relativement long avec je ne vais pas parler d'innovation technique, mais je vais parler plutôt de changements techniques importants, de mutations techniques importantes, et qui ont tendance aujourd'hui, en particulier au niveau des techniques numériques, à s'accélérer. Alors, c'est peut-être pas absolument visible partout dans ce qu'on voit, mais est-ce que quelque part, il n'y a pas cette idée d'un... C'est peut-être un peu bateau, mais cette idée d'un monde qui bouge très très vite, et que on doit aussi le prendre en compte dans cette émergence d'innovation et donc de coexistence. Une sorte d'entropie qui augmente. Alors, là, je pense que j'ai des éléments pour en discuter. La question finalement de pourquoi émergent des alternatives et est-ce que c'est pourquoi on a ce bouillonnement d'initiatives. Alors ça, c'est quelque chose que je propose de présenter demain en introduction du séminaire, parce qu'en fait, ça vient justifier pourquoi on a une montée en puissance de la question de la coexistence. D'accord ? Bon, je ne vais pas le rentrer, mais finalement, la globalisation n'a pas amené à une uniformisation des modèles comme certains ou comme on avait pu le penser. D'autre part, les forces de redifférenciation des modèles passent par un renouvellement du rapport au vivant, que ce soit au végétal ou à l'animal, mais aussi dans le fait que il y a depuis l'urbain des attentes renouvelées par rapport à l'agriculture et à l'alimentation, et qui sont là des forces de différenciation majeures des modèles, et puis parce que les modèles hégémoniques ont montré leurs limites, et donc il y a une requalification positive des alternatives. En fait, enfin, je le fais vraiment hyper vite. Alors, on va pouvoir... alors effectivement, l'innovation, je ne sais pas s'il y a une complexification des problèmes, mais ça on peut en discuter. Par contre, je ne suis pas du tout convaincu par ton hypothèse d'une accélération des changements techniques. Je te prends l'époque, sortir de la Deuxième Guerre mondiale, chimisation, mécanisation, changement génétique, ça a été spectaculaire, et en 20 ans, on a eu une mutation qui s'appelait révolution agricole, qui a été radicale du modèle agricole, tu vois. Et donc, je parle plutôt que... Aujourd'hui, c'est de nouvelles forces, le numérique. Voilà, exact. Oui, mais ça, c'est pas les changements techniques. D'accord. Donc la dimension accélération, je pense. C'est plus dans le numérique qui change les relations aux êtres. Et donc comme ça, c'est des éléments qui sont un peu, généraux. Je les poserai en introduction du colloque. Mais d'accord. Oui, alors remarque constructive là aussi, pas des deux critiques. Mais... Non mais en même temps, Non, je sais pas. Tu me sens sur un mode défense peut-être, ou je sais pas. Ah, c'était pas une critique, mais... C'était juste pour faire avancer le chemin. J'ai l'impression que dans ta conclusion, il y a certaines idées qui sont un petit peu perdues en route, et je trouvais ça vachement dommage. Dans ta diapo de conclusion, tu insistes vraiment sur cette idée donc, que des processus d'innovation introduisent une coexistence, et après, donc, il faut gérer cette coexistence. Et donc ça, c'est qu'une partie de la boucle que tu nous montres au début. Parce que on l'a pas dans... Ouais, vas-y. Ouais, voilà, c'est un peu ce que je me disais, c'est qu'effectivement... Exactement. Peut-être dans les études de cas, mais l'autre partie de la boucle me semble, moi, beaucoup plus novatrice et stimulante. En fait, c'était donc... Il faut partir de cette idée de dire qu'on a originellement, en fait, une situation de coexistence. Tu viens de le dire, qui n'a jamais été gommée ni par un processus de globalisation, ni par autre chose.
besoin d'innovation pour gérer cette coexistence. Et que ces innovations, alors, donc finalement, elles vont pouvoir soit réduire cette coexistence en éliminant certains modèles, soit au contraire permettre le maintien de ces différents modèles. Et ça me semble vachement intéressant. Et là, je suis un peu sec parce que, si tu veux, ça, c'est pour ça que c'est plus de l'ordre de l'ouverture. Parce que, en fait, nos études de cas format ne faisaient pas complètement cette boucle-là encore, quoi. Je pense qu'il faut le dire. On a la même chose sur transition. En fait, justement, pointer l'intérêt de la question comme fonds de recherche et dire que là où on a les études de cas ne permettent pas de répondre. Ça souligne quand même l'intérêt, à mon avis, c'est. Et puis dans tous les cas, signaler qu'on part de toute façon d'une situation où il y a coexistence. Plutôt que de laisser penser que c'est des innovations potentiellement récentes qui introduiraient cette coexistence. Tu vois, c'est là où c'est un peu concurrent aussi, où ça peut induire en erreur un peu cette forme, cette façon de présenter la conclusion. Oui, je t'écoute, excuse-moi, j'enregistre en même temps. Mais... C'était un peu dans la suite de ce que vient de dire Stéphane. Moi, j'ai trouvé que tu l'as un peu mis dans la conclusion, mais on ne le voit pas bien dans l'exposé. C'est la question des innovations discrètes, invisibles. Il y a des innovations qui existent, mais on ne les regarde pas, on ne les voit pas, ou les politiques ne les voient pas. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas d'innovation. Et je l'ai vu arriver que, mais peut-être tu l'as dit, je ne l'ai pas vu, mais moi je l'ai vu arriver que dans la conclusion sur la visibilité. Or, je pense qu'effectivement, depuis longtemps, il y a des systèmes qui innovent, qui ne sont pas lisibles et qui existent. Et donc ça me semblait un petit point sur lequel il pouvait être intéressant de le dire. Elles existent. Alors, je le présente là. À ce moment-là, où je fais la distinction d'ailleurs entre la notion d'invisibilité, le concept d'innovation discrète qui est développé par Christophe Albaladejo et l'innovation ordinaire d'Alter, sachant que celle d'Alter est une innovation ordinaire mais subversive, alors que celle d'Albaladejo est une innovation discrète qui peut être appuyée par des systèmes, des dispositifs de conseil et de recherche, etc., mais qui n'a pas vocation à changer le monde et à faire la révolution. Et puis l'innovation invisible, c'est celle qui est véritablement, qui n'est pas repérée par les institutions, par les médias, par les systèmes d'innovation, par le conseil, les politiques publiques, etc. Mais sauf que ces travaux-là, on les a interrogés, y compris de façon comparative, et je sais pas si tu étais présent, dans un séminaire de l'UMR Innovation, mais pas dans format. C'est pour ça, en fait, je me suis dit, il faut quand même qu'on le mette parce que c'est quand même quelque chose d'important. Mais dans format, on n'a pas eu un travail spécifique sur cette question. Alors, je continue parce que par rapport à ton déroulé, donc elles existent et donc c'est pas forcément quelque chose d'extérieur qui va amener à repérer une exigence, par exemple, d'un développement industriel qui va amener l'innovation. Ça peut être simplement, à un moment donné, que des innovations deviennent lisibles, comme on vient de le dire. Et là, je pense à... Enfin, tu as donné l'exemple des agro-industriels qui peuvent peser pour générer de l'innovation, ou faire reconnaître certains systèmes alternatifs. Et je pense, ça me renvoie à ce que Jean-Paul disait sur les forces extérieures globales. Si je pense aux situations méditerranéennes un petit peu abordées en Corse, la visibilité des systèmes pastoraux complètement absente jusqu'aux années 90 n'a eu de légitimité que quand la problématique des feux de forêt est devenue une problématique nationale, internationale, etc. Et donc, c'était pas là de marché. C'était vraiment une relégitimation par complètement d'autres entrées, je ne sais pas comment le dire, qui a porté en lumière qu'il y avait des systèmes qui n'étaient pas légitimes par rapport aux façons de voir de l'époque et qui n'avaient pas envie d'être, mais par contre qui retrouvaient complètement une force et un intérêt par rapport à une autre orientation. Et ce qui se passe sur les systèmes alimentaires, actuellement, j'ai un peu l'impression que c'est pour certains systèmes de cette ordre. Pour moi, ça boucle avec des choses que tu as dites.
Donc, c'est comment, en fait, ta question, c'est comment on sort de cette situation d'invisibilité C'est d'une part qu'il y a des choses invisibles parce qu'on ne sait pas les voir. Et ça, c'est clair. D'autre part, qu'il peut y avoir des éléments, des registres de légitimation qui peuvent échapper à la sphère productive, par exemple, que sont, sur l'exemple des feux de forêt ou sur l'envie d'un autre système alimentaire. Pour moi, c'est de cet ordre-là. Et donc, pour moi, c'est les signaux forts extérieurs qui renvoient à ce que disait un peu Jean-Paul au début des forces de... Et dans la première partie de ton intervention, il y avait aussi cette idée que finalement, via cette innovation discrète, on avait bien l'alimentation de ce cycle permanent en fait, de construction d'une coexistence, innovation pour gérer cette coexistence. Oui, c'est l'idée de la flèche violette. La des deux flèches, oui. Je fais une synthèse. C'est juste une histoire de petits changements dans la génétique répondre. Il faut que je tombe dessus. Donc, si tu mets soja, OGM, agriculture de fille, moi je vais plutôt centre-ouest Brésil, surtout qu'on a parlé avant de ce Brésil. Voilà, pour quelqu'un qui est extérieur. Je fais ça tout de suite, ça sera fait. Ok. Il y a un autre moment où tu compares, à l'oral tu parles des pays et sur ton texte c'est pas les mêmes, tu mets pas les mêmes niveaux. C'est un peu plus moi quand tu parles des communautés et aussi des détails, mais voilà, Burkina Faso, Facinas, à ce moment-là tu peux mettre Burkina, Brésil puisque c'est les cas en fait. D'accord. Ça renvoie aux mots-clés qui caractérisent les études de cas. Bon, s'il n'y a pas d'autres remarques, moi ce que je vous propose c'est de dire ce que je retiens. Voilà. Donc d'une part, une question à laquelle je n'ai pas complètement répondu, je ne suis pas sûr d'avoir la réponse. Est-ce que toute hybridation est un processus d'innovation? Donc c'est le prochain sujet du bac, il faut que je voilà, j'ai 2 heures. Et puis, merci Denis, il faut savoir faire ça aussi. Le groupe hybridation va y répondre. Voilà, donc je retiens, attention à ne pas trop centrer le discours, même si je pense que ce sera difficile, mais je vais quand même relire attentivement la façon de présenter les choses pour de pas trop focaliser sur la question de l'hybridation, mais bien d'être sur le cœur qui est l'innovation. Ne pas parler d'innovation produit parce que ça amène de la confusion. Alors ensuite, peut-être préciser aussi cette question de l'entrée par la concurrence qui peut aussi amener des ambiguïtés ou des malentendus concernant une concurrence sur les marchés qui n'est pas simplement une concurrence entre acteurs mais des concurrences entre chaînes logistiques amont-aval. Et que finalement, ça c'est une réflexion sur laquelle j'ai pas vraiment de réponse encore, c'est est-ce que finalement les études de cas ne relèvent pas plutôt de logique de niche que de logique concurrentielle. Donc ça c'était la remarque de Laurent, je suis pas sûr d'avoir des réponses complètes à ces observations. Attention alors est-ce qu'il faut que je réfléchisse à l'expression changement d'échelle, et dans tous les cas, si je la maintiens, être bien clair sur sa définition, à savoir qu'il s'agit bien d'un déploiement et d'un processus de massification de l'innovation et non pas d'un changement d'échelle organisationnelle, qu'elle soit sociale, spatiale ou temporelle. Bon, après, les questions en ce qui concerne
les approches problem solving et puis les dimensions de complexification, tout ça, j'ai bien dit que je présenterai plutôt en introduction du colloque. Ça, c'est un point vraiment à travailler, à savoir est-ce que finalement montrer que en fait, la deuxième partie de la conclusion relève bien d'un front de recherche, que ce sont des questions, donc ça c'était la remarque de Stéphane, finalement on a un besoin d'innovation pour gérer cette coexistence et faire des choix de modèles, organiser les interactions ou gommer certains modèles, enfin bon. Et donc là, il y a un front de recherche qui a été encore peu instruit dans Format. Bon, bien rappeler qu'on part d'une situation où il y a coexistence, mais comme je l'ai dit, ça ce sera bien dit en introduction du colloque. Et puis enfin, cette situation d'innovation, la question de l'innovation discrète, invisible, je ne sais pas encore, Martine, comment je peux la prendre en charge dans l'exposé de demain, parce que comme je le disais, en fait, ce sont des éléments qui viennent de travaux qui n'étaient pas dans Format. Bon, alors on ne va pas rester dans un purisme, mais... La conférence, par exemple, intro du séminaire 3, vous avez envoyé ça, Ouais. quelques éléments, mais ce n'est pas forcément reprendre la conclusion. Donc tu vois, j'en parle d'une part, pour bien montrer d'abord que ce sont des qualifications assez différentes entre innovation ordinaire et discrète. Il y a quand même des tensions entre les auteurs sur la façon de s'en saisir. Et après, quels en sont les moteurs et les issues? C'est ça qui est en jeu, qui est dans ta question. Moi, ce que je souligne, c'est le fait, et ce qui me semble assez original, c'est qu'il y a des situations de coexistence où cette innovation, elle veut rester invisible. Tu vois, c'est une condition pour exister. Parce que si jamais tu visibilises l'innovation, tu amènes de l'institutionnalisation, de la normalisation, et de ce fait, tu vois, dans la réinvention des nouvelles formes de travail, c'est des gens qui sont hors normes. Ces gens-là avec qui on bosse, avec Hélène Talon ou sur lesquels Teresa Pinta Correa travaille aussi, ce qu'ils revendiquent, c'est surtout, la question même de les mettre en lumière, y compris dans nos travaux de recherche, se pose, quoi, tu vois. Voilà. Donc je ne sais pas s'il faut que je développe ça quand même. Bon, voilà. Et je suis d'accord avec toi que c'est une vraie question. Voilà, c'est la façon dont je synthétise et ce que j'ai compris de nos échanges. Et j'essaierai de retravailler ça ce soir.